Vous vous demandez à quoi peut servir une thérapie de couple, mais vous avez encore un peu peur de franchir le pas. Alors venez avec nous pour comprendre ce qu'il se joue en thérapie. Claire Bergeau, psychologue spécialiste du couple qui a étudié aux États-Unis et qui a ramené plusieurs courants différents que l'on connaît peu en France, est avec nous aujourd'hui pour en parler. Dans cet épisode, elle vous explique les fondements de l'IFS, du pacte, mais aussi de la théorie de l'attachement, et pourquoi ils sont essentiels pour comprendre vos interactions de couple. Ensemble, on se demande pourquoi il est si difficile d'être en couple, pourquoi nos systèmes nerveux sont déclenchés, ce que nos enfants retiennent de l'exemple qu'on leur donne, même quand on se dispute. Prendre soin de son couple est primordial, mais par où commencer ? Eh bien déjà, commencez par écouter ce podcast. Salut Claire. Salut Clémentine. Je suis ravie de te recevoir ici dans un studio à Bordeaux. Ouais, merci beaucoup. Ça me fait très plaisir d'être là. Puisque tu es bordelaise. Je suis bordelaise. Et je suis ravie de recevoir des bordelaises ici sur ce podcast. Alors aujourd'hui, on va parler de couple, de thérapie de couple. Je pense que ça peut encore faire peur à beaucoup de gens de franchir le pas, d'aller en thérapie en couple. Déjà, moi, ma question, c'est pourquoi tu as voulu devenir thérapeute de couple ? Oui, écoute, je pense que j'ai toujours été assez fascinée en fait par les relations amoureuses. Déjà en voyant l'impact que ça peut avoir moi dans ma vie, comment ma qualité de vie à moi, très très égoïstement, est impactée par ce qui se passe dans les relations amoureuses. Donc il y a toujours eu cet intérêt-là, un peu ce questionnement. J'ai eu envie aussi d'explorer un petit peu différents modes de vie. J'ai testé le polyamour, des choses comme ça. Enfin, avec vraiment cette idée de mais qu'est-ce qui marche pas. Et puis devenir thérapeute pour moi c'était une reconversion et il se trouve que quand j'étais dans mes études de psychologie, donc j'étais aux États-Unis à l'époque, j'étais dans une relation qui était à la fois très très belle mais aussi très difficile et je suis tombée enceinte. Et au moment où je suis tombée enceinte, ça a été un peu comme une évidence. On s'est dit mais oui en fait on a envie de ce bébé et il faut que les choses changent, il faut que ça marche entre nous. Parce que avoir un bébé avec autant de hauts et de bas, de crises, c'est juste pas possible, quoi. Et donc, à ce moment-là, avec mon mari actuel, on est ensemble depuis une dizaine d'années maintenant, on est allé en thérapie de couple. Et ça a tellement bouleversé notre relation, dans le positif, hein, évidemment, ça a tellement impacté notre relation qu'à ce moment-là, comme j'étais en train de finir mes études de psycho, ça a juste fait sens de me diriger vers la thérapie de couple. T'as une révélation en fait. J'ai une révélation, ouais. Et je me suis dit, mais en fait, c'est fou qu'une relation, parce que franchement, on revient de loin, qu'une relation qui était aussi difficile puisse à ce point-là se transformer. Alors, je dis pas que c'est forcément tout rose tout le temps, mais maintenant on a 2 enfants, on est ensemble, on est bien. Et ça m'a vraiment impactée au niveau personnel et j'ai eu envie de me lancer dedans. Ça donne de l'espoir quand même, ça veut dire que c'est possible. C'est possible, c'est complètement possible. Ouais. Et donc toi, dans tes études, tu as vu plein de différentes théories, différentes approches de la relation de couple. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que c'est l'IFS, donc c'est l'Internal Family System, de Richard Schwartz, et en quoi ça aide les couples ? Tout à fait. Alors, l'Internal Family System, c'est basé déjà sur un postulat important qui est le postulat de la multiplicité de la personnalité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est cette idée qu'à l'intérieur de nous, on n'est pas juste une seule personnalité. On a plusieurs parties de nous, plusieurs sous-personnalités. Et que ces différentes parties de nous-là, en fait, ont besoin qu'on vienne être en lien avec, et aussi y apporter du soin. Il y a différents types de parties. Donc, il y a des parties qui sont plus des parties protectrices. Et puis, il y a des parties qui sont les parties vulnérables, qu'on appelle en IFS les exilés. Là où l'IFS est intéressant pour la thérapie de couple, c'est que ça va nous permettre notamment... imagine, tu as un conflit avec ton conjoint, et ton conjoint se met à dire des choses horribles. Bon, j'espère que ça n'arrive pas trop souvent, mais si ça arrive, déjà, tu peux prendre du recul et te dire... Là, c'est une partie de lui qui parle, en fait. C'est pas la totalité de qui il est. Déjà, je trouve qu'il y a quelque chose de plutôt rassurant en reconnaissant le fait que, en fait, quand on s'énerve, quand on dit des choses qu'on n'aurait pas envie de dire, c'est pas la totalité de qui on est. Ça définit pas la personne. Ça définit juste une partie protectrice qui, à ce moment-là, c'est présentée de cette façon-là. Donc ça, c'est le premier point.
Le deuxième point, c'est que quelque chose que l'IFS nous aide à faire, c'est à nous désamalgamer. Alors, qu'est-ce que c'est que ce désamalgamer? C'est justement de mettre un petit peu de distance entre soi et la partie qui souvent prend le dessus. Tu vois, quand je me mets en colère, imagine que la colère, c'est une partie de moi. Dans les moments où vraiment la colère monte, c'est comme si la colère, ça devenait l'ensemble de moi. Hein, j'agis depuis la colère, je suis la colère. Et l'IFS, ce que ça va faire, c'est que ça nous aide justement à dire, attends, c'est pas que je suis la colère, c'est qu'en fait, la colère, c'est une partie de moi. Et on a des outils qui nous aident justement à faire ce travail de redescendre du coup et réguler notre système nerveux en disant non, en fait, c'est une partie de moi et je peux parler pour cette partie-là sans être cette partie-là. Donc ça, c'est super intéressant. Et puis, l'autre contribution de l'IFS à la thérapie de couple, pour moi, c'est de vraiment venir débloquer en fait, des ressentis négatifs du passé. C'est-à-dire que quand les couples viennent en thérapie, souvent ils ont besoin d'apprendre des principes de fonctionnement sécure. Ça, c'est plus une autre modalité que j'utilise beaucoup qui s'appelle PACT. Mais derrière, une fois qu'on a un petit peu comment est-ce qu'on fait dans le quotidien pour être bien ensemble, quand ça continue à coincer, c'est parce qu'il y a des vieilles choses du passé qui n'ont pas été réglées. Il y a des ressentiments qui sont là, des blessures en fait qu'il y a eu entre nous qui n'ont pas été réglées et qui continuent en fait à faire à pourrir la vie au quotidien simplement. Et avec l'IFS en fait, on va pouvoir aller voir ces choses-là et on va pouvoir y apporter du soin et ça va pouvoir justement changer changer la donne. Ça veut dire que grâce à l'IFS, on est capable de désamorcer la colère qu'on peut ressentir, toujours avoir c'est un droit d'être en colère, tout évidemment, à fait, c'est un droit, oui. Mais de ne pas l'exprimer de manière qui va blesser et qui va dépasser finalement le fond de notre pensée. Oui, en désamalgamant, c'est ça, si je comprends bien. C'est ça. En fait, c'est surtout et avant tout un outil pour soi, pour se connaître soi et être dans la connaissance et la maîtrise de ses émotions et de ses comportements à soi. Parce que dans l'IFS, il y a vraiment cette idée très importante à laquelle je souscris, qu'on est vraiment à 100% responsable de ce qui se passe pour nous et de comment on se comporte. Et que si je suis en colère, en fait, c'est que j'ai une partie qui est là, qui est en colère, qui vient probablement protéger quelque chose qui est plus douloureux en dessous. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de faire ce travail de, ok, là j'ai une partie qui est en colère, et si je creuse un petit peu, en fait, ça vient protéger quoi? C'est quoi la vulnérabilité qui est en dessous? C'est quoi cet endroit à l'intérieur de moi qui a mal et qui a besoin que je vienne y apporter du soin? Donc ça, c'est pour l'IFS de Richard Schwartz. Et tu me racontais, juste avant qu'on démarre l'enregistrement, que toi, tu as été dans une université bouddhiste. Oui. Et donc, tu y as appris la pleine conscience. Oui, tout à fait. C'était voulu aussi par rapport à la thérapie de couple? Tu voulais aller dans ce sens-là parce que ça aurait pu t'apporter quelque chose, ou c'était par hasard? Alors, c'était pas lié à la thérapie de couple. À l'époque, en fait, moi, j'ai fait un master en psychologie transpersonnelle. Je vivais aux États-Unis à l'époque. Je suis venue à la psychologie de manière un petit peu détournée à travers les psychédéliques et notamment un très grand intérêt pour la thérapie assistée de psychédéliques. Qu'on fait pas trop en France, non? En France, non, malheureusement. On est interdit ou... Alors, c'est complètement illégal en France. Okay. Il y a des débuts d'essais cliniques qui se remettent en cours en ce moment, donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Mais les essais cliniques sont en cours depuis longtemps aux États-Unis. La légalisation et dans certains États, il y a déjà des avancées, notamment par rapport à la psilocybine, par la kétamine aussi. La MDMA est pas très loin. La MDMA est très intéressante pour la thérapie de couple en particulier. Et donc, moi, j'avais choisi de faire un master en psychologie transpersonnelle avec cet intérêt pour la thérapie assistée de psychédéliques. Et il se trouve que cette université bouddhiste proposait ce cursus-là. D'accord. Voilà. Et donc, tu y as appris la pleine conscience. Et donc, j'ai appris la pleine conscience, exactement. Et est-ce que c'est intéressant, quand on est en couple, de faire de la pleine conscience? Oui, c'est super intéressant. Pourquoi? Vas-y, raconte-nous. Je pense que la pleine conscience, c'est... Enfin, ce qui est intéressant dans la pleine conscience, au final, c'est de ralentir. Parce que à la fois de ralentir et de mettre de l'intentionnalité. Un des grands problèmes pour moi, c'est ce qui fait que les relations de couple sont difficiles, c'est que tout va trop vite, en fait, quand on est en conflit. On en reparlera peut-être tout à l'heure, mais la pleine conscience permet de ralentir, et donc en ralentissant, en fait, de nous permettre d'être plus intentionnel, d'être moins, en fait, dans l'impulsivité qui peut parfois être problématique.
on vit dans une vie à 100 à l'heure. Donc c'est On vrai vit dans que une vie à 100 à l'heure. Ouais. c'est difficile de ralentir. Et d'autant plus, je pense que tu le vois dans ta pratique, quand on est en couple avec des enfants, le temps, c'est quelque chose qui est une ressource très rare. Tout à fait. Et donc résoudre des conflits avec un minimum de temps, ça demande des compétences qu'on n'a pas en fait. Oui. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi l'une des difficultés d'être en couple avec des jeunes enfants, c'est qu'on a très peu de temps. Et dans ce temps-là, je pense qu'il y a aussi, c'est important de diviser un petit peu en deux types de temps. Il y a le temps de connexion, le temps plus ludique, le temps où on va créer des nouveaux souvenirs ensemble, où on va avoir des expériences ensemble. Et puis il y a un autre temps à dédier aussi à vraiment être dans résoudre les conflits, parler des choses qui sont difficiles. Enfin, et ça, c'est deux types de temps différents encore dans ce temps minuscule qu'on a déjà. Oui, et il y a certaines personnes dans le couple qui vont choisir les temps où on résout les conflits et d'autres qui veulent aller plus vers le fun. Donc c'est plus complexe. Oui, ça peut être aussi une complexité. À trouver ce temps commun. Tu as une autre qualification, est-ce que tu te bases sur, tu en as parlé juste avant, le pacte de Tatkin. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et aussi en quoi ça aide les couples? Oui, tout à fait. Donc, pacte, c'est un acronyme anglais qui veut dire en français une approche psychobiologique de la thérapie de couple. C'est basé principalement sur 3 axes. Le premier, c'est les styles d'attachement. Le deuxième, c'est la régulation du système nerveux. Et le troisième, c'est les neurosciences. Tout ça participe en fait à créer ce que Stan Tatkin appelle le fonctionnement sécure dans le couple. Donc c'est cette idée vraiment fondamentale qu'au final, pour qu'une relation se passe bien, c'est-à-dire que pour que les deux individus puissent vraiment s'épanouir au sein du couple, il faut qu'il y ait de la sécurité. Et que notre tâche principale, au final, dans le couple, c'est de faire en sorte qu'on puisse être l'un et l'autre en sécurité. Voilà. Et comment on fait alors ? Comment on fait le principe de fonctionnement sécure, on va baser en fait sa relation sur un principe de mutualité, de collaboration, de justice aussi. Il faut qu'il y ait vraiment, il faut que ce soit juste, il faut que ce soit équitable quelque part. Et il y a toutes sortes comme ça de principes qu'on peut mettre en place en fonction aussi de qui on est, en fonction de nos styles d'attachement, des stratégies, pour que même si on n'a pas un style d'attachement sécure, on puisse quand même avoir ce fonctionnement sécure entre nous. Parce que évidemment que si on a 2 personnes avec un style d'attachement sécure, en général ça va plutôt bien, mais c'est pas non plus si courant que ça. Et pour tous ceux d'entre nous qui n'ont pas forcément un style d'attachement sécure à la base, le fait de mettre en place ce fonctionnement sécure, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est ce qui a fait la différence, par exemple, pour mon mari et moi. On n'a ni l'un ni l'autre un style d'attachement sécure, mais on a mis en place un fonctionnement sécure. Et du coup, on a une relation qui fonctionne. Et alors, concrètement, si tu pouvais donner un exemple, comment est-ce que tu mets en place un fonctionnement sécure ? Ça se base sur quoi ? Ça se base sur... on passe d'un système de 2 systèmes de une personne à un système de 2 personnes. Donc on est vraiment sur cette idée d'écosystème, où la relation, c'est un écosystème de 2 personnes, donc un seul écosystème de 2 personnes. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que plutôt que d'être toujours centré sur moi, mes besoins, mes désirs, ce qui me fait mal, mes vulnérabilités, je prends aussi en compte dans ma façon d'être avec toi, tes besoins à toi, tes désirs à toi, tes vulnérabilités à toi. Et donc, dans ma façon de me comporter au quotidien, je ne suis pas seulement dans moi, je suis aussi, je garde en tête, en fait, il faut vraiment que je sois en mesure d'appréhender comment mon comportement va t'impacter. Pardon. Donc c'est passer du jeu au nous. C'est passer du jeu au nous, exactement. Et vraiment être sur cette notion d'équipe. Être sur cette notion d'équipe, complètement, c'est ça. Qui est difficile. Pourquoi c'est si difficile ? Pourquoi c'est difficile ? En fait, je pense que ça reste relativement simple et accessible quand tout va bien. C'est vrai. Sur le principe, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « ouais, pourquoi pas ?» Là où ça devient plus compliqué, c'est quand il y a du conflit. C'est plus compliqué quand il y a du conflit, parce que quand il y a du conflit, ce qui se passe, c'est que le stress augmente. On sort de sa fenêtre de tolérance, si on repart du système nerveux. Et quand on sort de sa fenêtre de tolérance, qu'on arrive dans un mode plus de survie au final, quand je sors de ma fenêtre de tolérance, en fait, je suis plus en mesure quelque part de
de réfléchir à l'impact que j'ai sur toi. Ce qui est important pour moi, c'est ma survie. C'est que moi, je sois OK. Et du coup, quand on est dans cette zone-là, comme moi j'appelle la zone orange, parce qu'on n'est plus dans la zone verte, ce serait la fenêtre de tolérance, si tu veux, quand on passe dans la zone orange, là, ouf. Et c'est là où on commence à dire des choses qu'on va regretter après, ou à faire des choses où on se dit, ouf, en fait, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû dire ça. Mais sur le moment, ça va trop vite, en fait. Et donc le but, c'est de pouvoir rester dans cette zone verte. Le but, c'est de pouvoir rester dans cette zone verte. Voilà. Dans la zone orange. Dans la zone orange. Mais est-ce que vraiment c'est possible ? Est-ce qu'un être humain, de manière générale, reste toujours dans sa zone verte ? Non, c'est pas possible. Je pense pas. Rassurons tout le monde. Rassurons tout le monde. C'est complètement normal, en fait, de passer dans la zone orange, voire dans la zone rouge de temps en temps. Par contre, alors, évidemment, on n'est pas tous égaux face à la fenêtre de tolérance. Notamment, plus une personne aura un antécédent de trauma ou un attachement très compliqué. Bon, en général, les deux vont ensemble d'ailleurs, mais plus la fenêtre de tolérance va être réduite. Mais on peut s'aider l'un et l'autre, en fait, à rester dans notre fenêtre de tolérance. Et c'est aussi toute cette idée du fonctionnement sécure. C'est avec les connaissances que j'ai de ce qui se passe pour toi, de ton profil psychologique à toi, comment est-ce que je peux t'aider, en fait, à rester dans ta zone de tolérance ? Parce que, en fait, moi, j'y ai intérêt à ce que tu puisses rester dans ta zone de tolérance aussi. C'est sûr. Comment on fait quand, dans un couple, ça arrive souvent de ce que j'entends autour de moi, il y en a un qui est très investi, ouais. Et l'autre, ce que dit Gottman, met son mur de briques. Oui, ça c'est un petit peu problématique. Son mur de briques, en réalité, là, moi, ce que j'irais faire, c'est aller voir vers l'IFS. C'est là où je trouve que l'IFS est très intéressante, parce que qu'est-ce que c'est le mur de briques, en fait ? Le mur de briques, c'est une partie protectrice qui dit là, en fait, je me protège, c'est trop dur. Hein. On a l'impression, quand on est de l'autre côté, moi pour connaître aussi de l'autre côté le coup du mur de briques, qui peut personnellement... Toi, tu serais celle qui est derrière le mur de briques, qui a mis le mur de briques. Non, j'ai pas mis le mur de briques, mais t'as été face à un mur de briques. Mais j'étais face à un mur de briques. Mon conjoint peut lui avoir son mur de briques protecteur de temps en temps, qui moi pour le coup peut facilement me mettre très en colère, ce fameux mur de briques. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que ce mur de briques-là, il vient parce que c'est une façon de se protéger. C'est une façon de dire, en fait, là, c'est trop, je peux plus. Et il y a le mur de briques qui fait ploup, on tire le rideau, quoi. Derrière le mur de briques, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quelqu'un qui est vraiment submergé, en fait, et qui sait plus. Du coup, on coupe. Donc, l'IFS, par exemple, dans ces moments-là, nous aide à aller voir et à aller apporter du soin à l'endroit qui est submergé pour que justement le mur de briques, petit à petit, il soit plus aussi automatique. Et comment on fait dans ces situations-là où la personne qui a mis son mur de briques n'a pas envie d'être aidée ou n'est pas capable en tout cas de recevoir de l'aide et de s'interroger sur pourquoi est-ce que c'est idée ou elle est submergée ? Alors, tu parles ponctuellement sur un conflit ou tu parles de manière générale dans la vie ? Oui, ça peut être sur le conflit. Quand il y en a, c'est tellement fort qu'ils fuient, en fait. On le sait, sur l'attachement, il y a ceux qui sont évitants, il y a ceux qui sont anxieux. Oui. Ceux qui fuient, c'est difficile d'aller les chercher pour avoir une conversation et les ramener dans la fenêtre de tolérance verte. Tout à fait. Alors, ce qu'on fait, déjà, je pense que c'est important de comprendre que cette idée que quelqu'un qui met un mur de briques, c'est pas qu'il essaye de tout faire pour narguer l'autre ou pour l'embêter, c'est que réellement, il a plus la capacité, en fait, d'interagir dans ce moment-là. La meilleure chose qu'on puisse faire sur le moment, c'est de donner de l'espace à la personne. En lui disant, OK, je comprends, là, je vois bien que tu as capacité, on reprendra plus tard. Bon, ça demande beaucoup de... Ça demande que soi-même on soit dans la fenêtre de tolérance. Ça demande que soi-même on puisse quand même prendre sur soi, au minimum. Mais idéalement, si petit à petit on construit ce fonctionnement sécure, on réussit de plus en plus à faire ça. La meilleure chose à faire sur le moment, c'est effectivement de donner de l'espace. Si on ne fait pas ça, qu'est-ce qui se passe ? La personne qui a mis son mur de briques, pour une bonne raison, parce qu'elle est submergée, c'est peut-être dans ces moments-là qu'elle va commencer à avoir des propos méchants ou que ça va vraiment escalader. Hein ? Donc, je pense que c'est important de respecter le fait qu'une personne qui a capacité ait la capacité et qu'il faut l'aider en fait à revenir dans sa fenêtre de tolérance.
Mais encore une fois, c'est se voir en tant qu'équipe et pas en tant qu'ennemi. C'est ça, se voir en tant qu'équipe et pas en tant qu'ennemi. Et à l'inverse, quelqu'un qui met son mur de briques et qui est face à quelqu'un qui est tout le temps en train de demander à ramener les conflits, à vouloir en discuter, et pour qui c'est submergent, qu'est-ce que la personne qui fait ça, qui est tout le temps à vouloir enclencher des discussions, qu'est-ce qu'elle doit faire, cette personne-là? Prendre de l'espace aussi? En fait, en réalité, là, on parle d'un outil très important dont je pourrais parler en 2 minutes. C'est vrai que là, dans le scénario dont on venait de parler, on a parlé que de ce qu'on faisait en fait pour soulager la personne avec le comportement plus évitant. Mais effectivement, il y a 2 facettes. Et toute l'idée d'un fonctionnement sécure, c'est que on trouve un scénario gagnant-gagnant où les 2 peuvent être apaisés. L'idée de dire, OK, là, je vois que tu as capacité, on s'arrête maintenant, mais dans ce cas-là, on donne aussi un timing en disant, OK, la personne qui met le mur de briques, idéalement, est en mesure, c'est pas toujours le cas, mais est en mesure de dire, là, je peux plus, j'ai besoin d'une pause. On fait une pause, mais dans ce cas-là, je donne un timing, on peut reprendre la conversation dans 1 heure, ou on peut reprendre la conversation dans 2 heures. Peu importe, en fait, du timing. Mais le timing aide la personne anxieuse, qui est en face, en général, la personne, en tout cas, dont tu parles, qui veut toujours enclencher le truc, à ce qu'il y ait au moins un truc où, OK, moi, je peux redescendre un petit peu parce que je sais que derrière, j'ai mon conjoint qui revient vers moi et on peut reprendre la discussion. Je ne suis pas complètement laissée à moi-même avec ce sentiment d'abandon, de rejet, de on n'en parlera jamais et c'est toujours la même chose et toute la bagarre qui va avec derrière, la lutte. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ça, c'est génial quand on a du temps et qu'on n'a pas d'enfant, parce que je me dis, tu vois, ce truc de on peut reparler dans 2 heures, mais en vrai, dans 2 heures, ça se trouve, il y a le bain, ça se trouve, tu vois ce que je veux dire, il y a mon enfant qui fait une crise, et ça, c'est super difficile d'arriver à laisser de respecter chacun son rythme, quand on sait qu'en fait, on n'est pas à notre rythme, on est au rythme des enfants, et donc, pouvoir discuter des conflits, c'est pas si évident en fait. C'est pas si évident. C'est vrai que le fait d'avoir des enfants et surtout des enfants en bas âge, c'est un facteur de stress qui est juste immense et quand c'est la réalité, c'est la réalité et il faut faire avec. Donc t'as raison, hein, on peut pas toujours dire on reprend dans 2 heures parce que des fois dans 2 heures il y a pas. Mais le fait quand même d'avoir un timing, ça aide. Parce que ça montre que l'autre a une intention de revenir exactement. à nous. Et ça peut être on reprend demain. Mais pour la personne anxieuse, reprendre demain, c'est difficile. C'est trop tard. Ce qu'on sait du style d'attachement anxieux, c'est que ce sont des profils psychologiques qui vont avoir beaucoup plus de mal, en fait, à passer la nuit si le conflit n'est pas résolu. Et donc, le stress... Je vois bien ce que tu dis. Le stress continue à monter. Et un schéma que je vois parfois, c'est... Il y a un conflit, il n'a pas pu être résolu avant d'aller se coucher. La personne évitante n'a juste pas les capacités avant d'aller se coucher. Elle s'endort tout de suite comme une pierre et se réveille le matin comme une fleur en se disant ça y est, je suis prête à m'excuser, à passer à autre chose. Et puis la personne au profil anxieux toute la nuit déjà a fait une insomnie et puis ça boue le matin, elle est juste furieuse et là en fait c'est plus ça devient difficile. Là on n'est plus sur des fenêtres de tolérance. On est plus sur des fenêtres de tolérance, ouais. Donc idéalement le conflit on le résout avant d'aller se coucher quand c'est possible. Et si c'est pas possible, parce que c'est pas toujours possible, c'est important de garder quand même un signe de on est OK. Ça peut être rien que de se toucher l'orteil. Tu vois, des fois, t'es dans le lit et chacun de son côté, là, un petit peu, on va se tourner le dos. Si on a juste un bisou avant de se coucher, tu vois. Parce que ça envoie le signal de OK, là, je suis vraiment en colère, mais on est OK. Mais il y a assez de sécurité dans la relation et on ne remet pas ça en cause. Mais ça ne remet pas en question mon amour et ce que je veux avec toi. Ouais. Pourquoi c'est si difficile, la relation amoureuse ? Alors ça, c'est une grande question. Ça vient beaucoup de l'automatisation en fait de notre mémoire, de nos réflexes neurobiologiques, si tu veux. Pour expliquer ça, on peut dire qu'il y a une partie du cerveau qui est peut-être plus sophistiquée, hein, le cortex préfrontal,
qui est la partie du cerveau d'ailleurs qu'on utilise quand on est dans notre fenêtre de tolérance, hein, plus. C'est la partie du cerveau qui est vraiment dans cette intelligence relationnelle, qui peut à la fois réguler ses émotions, qui du coup aussi peut réguler ses comportements, qui peut prendre en compte ce qui se passe pour toi. Voilà, ça c'est l'endroit sophistiqué du cerveau humain. Donc c'est cet endroit qu'on appelle un peu les ambassadeurs là devant. Le problème de cet endroit-là, c'est que c'est un endroit très coûteux qui demande beaucoup de ressources au cerveau pour être en exécution. Il y a une autre partie du cerveau, qui est le cerveau limbique, là derrière, qui est le cerveau plus de la survie, hein, qui est un cerveau, une fonction plus basique, qui notamment est très présente dans les conflits, hein, parce que ici, c'est ce qui compte quand on est dans cette partie-là du cerveau, c'est réussir à se battre, réussir à s'échapper. C'est comment est-ce que moi je peux faire en fait pour me sortir de ce moment-là stressant. L'avantage de ce cerveau limbique, c'est que il n'est pas coûteux au cerveau. Et donc, il permet aussi d'automatiser nos journées. On est sur autopilote, en fait, pendant une grande partie de la journée, sans s'en rendre compte. C'est parce qu'on utilise, en fait, plutôt le cerveau limbique, on utilise la mémoire, ce qu'on appelle procédurale, où les choses se font de manière automatique. Par exemple, quand tu apprends à faire du vélo, au départ, c'est compliqué. Il y a ton cerveau plus sophistiqué. Enfin, ton cerveau est vraiment mobilisé pour comprendre comment ça marche, etc. Ça te prend beaucoup de ressources. Ou quand tu apprends à conduire, au départ, tu es super fatigué. C'est parce que justement, ça vient demander énormément de ressources au cerveau. Et puis une fois que tu as compris le truc, une fois que ça se met un petit peu sur pilote automatique, hop, ça passe dans la mémoire procédurale. Et en fait, faire du vélo, conduire, ça devient simple. Tu n'y penses même plus. Tu démarres ta voiture, pas de problème. Voilà. Et quand on tombe amoureux, c'est pareil. C'est-à-dire qu'au départ, quand on tombe amoureux, on est vraiment dans cette partie ambassadrice là, du cerveau sophistiqué. On veut tout savoir sur l'autre personne, on veut passer tout notre temps ensemble, on veut se toucher, on veut tout... Enfin voilà, on est vraiment on a envie de passer toutes nos journées ensemble. Et puis, ça, au bout d'un moment... à force de passer notre temps ensemble, on commence à être de plus en plus sérieux, on commence à former une relation. Et puis, au fur et à mesure que voilà, le lien d'attachement se met en place, que voilà, la relation, au final, est en place, petit à petit, ce qui se passe, c'est qu'on fait la même chose. C'est-à-dire qu'on automatise l'autre personne. On passe la personne avec qui on est en relation en mémoire procédurale. C'est normal en fait, hein, parce que si on était tout le temps dans cette partie du cerveau là à utiliser toutes nos ressources, on va se faire, comment dire, c'est trop. Au bout d'un moment, on ferait pas autre chose. On ferait pas autre chose. Ça prend trop de ressources et puis voilà, après t'as l'impression d'avoir le cerveau free. Au bout d'un moment, Mais c'est vrai que quand on tombe amoureux, on a cette sensation là où plus rien n'existe. Voilà. Et notre seul but de la journée, c'est l'autre. C'est ça. Mais du coup, le reste n'existe plus. Exactement. Sauf qu'on ne peut pas maintenir ce rythme de vie-là toute notre vie. Exactement. Et donc, on a ce moment où l'autre passe dans la mémoire automatisée, la mémoire procédurale. Et là, le problème, c'est que du coup, on est dans l'automatisme, on pense qu'on connaît l'autre, mais en réalité, on ne connaît pas non plus l'autre tellement. Et on commence à faire des erreurs. Et on commence à être moins présent. En fait, on commence à plus faire autant attention à l'autre. Et le problème aussi quand on est dans cette mémoire procédurale, c'est que cette mémoire-là, elle tient, elle a enregistré en fait toutes les expériences qu'on avait eues avant, toutes les autres relations, notamment les relations avec nos parents, les relations avec les autres personnes avec lesquelles on a été avant. Et elle est très bonne à détecter le danger. Hein. Et donc, c'est là où, d'un seul coup, on va être dans le... Mais pourquoi tu me regardes comme ça ? Et tu vas me dire, mais je te regarde pas comme ça. Ou pourquoi tu prends ce ton-là ? Mais en fait, tu dis, mais j'ai pas ce ton-là. Et on va commencer à être sur ces moments-là où il y a des moments de tension entre nous, en fait. Hein, et ça va être le début, le début du conflit. Enfin, les premiers moments, en fait, où on va se dire, mais non, et on s'embrouille. En fait, là, c'est à ce moment-là, on met nos lunettes un peu de la négativité, où on commence à voir différemment Tout à fait. la relation avec ce danger
Oui. De la souffrance? Ou pas Ce forcément? danger de la souffrance, À se dire, s'il fait ça, c'est que, ou elle fait ça, c'est que il ou elle ne m'aime plus, ou c'est plus comme avant, donc je suis en danger, donc... Alors peut-être oui, et mais pas non plus forcément. C'est juste qu'on est moins à être vraiment attentif, vraiment être moins dans la... On parlait de pleine conscience tout à l'heure, on a pleine conscience qu'on est vraiment présent, on est complètement focus sur l'autre. On n'a plus au bout d'un moment toute cette ressource-là pour être... on vit plus notre vie en automatisant l'autre, et du coup on fait des erreurs. On fait des erreurs d'appréciation en pensant parfois que l'autre représente une menace alors que c'est pas le cas. Et ça, justement, ça apporte du stress et ça va nous faire sortir de notre fenêtre de tolérance. Quand on sort de notre fenêtre de tolérance, qu'est-ce qu'on sait? C'est qu'on arrive justement dans cette zone où ça va très vite. Hein, et on se met à dire des choses et sans même savoir comment est-ce qu'on en est arrivé à ce que ça escalade aussi vite. Donc c'est pas facile la relation amoureuse. C'est parce pas qu'on n'est facile, pas la relation aidé amoureuse. aussi par notre configuration. Par notre configuration, tout à fait. De notre cerveau. Oui, d'où l'importance vraiment de ralentir. Hein, de ralentir, parce que quand on ralentit intentionnellement, qu'est-ce qu'on fait? On permet, on se donne plus de chances en fait de pas partir au quart de tour. Ouais. Il y a autre chose aussi qui est important qui aide beaucoup dans ces moments-là, c'est quand on est dans le conflit, c'est de se regarder dans les yeux. Parce que justement, qu'est-ce qu'on fait quand on se regarde dans les yeux? C'est qu'on est dans le moment présent. Ça nous force en fait à revenir un peu plus dans cette partie un petit peu plus sophistiquée. Ça nous aide en fait à co-réguler. Hein, le regard aide à la co-régulation. Alors moi, j'ai déjà été dans cette situation où mon partenaire ne peut pas me regarder dans les yeux. Oui. Alors ça, il est vrai que certains styles d'attachement ont plus de mal avec le fait de se regarder dans les yeux, notamment les styles d'attachement évitants en général ou désorganisés vont avoir plus de mal avec le fait de se regarder dans les yeux. Si c'est le cas, c'est ok. C'est important aussi de pas de pas venir apporter de la honte ou de faire de dire à l'autre quand même t'es même pas capable de me regarder dans les yeux. Mais j'ai jamais dit ça. Non, je dis pas. Non, je rigole, mais quand on est énervé et que l'autre ne fait pas ça, des choses basiques pour nous, ça nous met tellement en colère qu'on peut aller dans ce truc-là de mettre la honte à l'autre, de dire mais attends, c'est un truc simple, pourquoi tu n'y arrives pas alors qu'en fait ils sont submergés, que c'est pas de leur faute. Tout à fait. Tout à fait. Mais rien que d'être quand même en proximité, ça aide. Ok. Ou de se dire on peut se tenir la main ou on peut d'avoir se tenir un contact. La main, oui. C'est ça. Alors si c'est ok pour l'autre. Ok. Mais ce qu'on sait par exemple d'un style évitant, même si le style évitant va avoir tendance à penser qu'il est mieux complètement tout seul pour se réguler, le fait qu'il y ait une autre personne dans la pièce, alors sans s'adresser la parole forcément au début, ça l'aide à redescendre en termes de stress. À faire la co-régulation, ce que tu disais. Alors à faire une forme de co-régulation qui soit pas les yeux dans les yeux, mais dans la même pièce. Pas frontale. Pas frontale, c'est ça. Ok. Ouais. Tu as beaucoup parlé du système nerveux. Ouais. C'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup en France. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ça joue notre système nerveux dans nos relations de couple? Et ce que c'est de base, le système nerveux, comment on le régule? Oui. Il y a beaucoup de choses, mais... Alors, le système nerveux, qu'est-ce que c'est? Le système nerveux, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Hein. C'est un petit peu cette idée de fenêtre de tolérance. Ça, c'est... Comment dire? La fenêtre de tolérance, comme je disais tout à l'heure, c'est cet endroit, en fait, où je peux... j'oscille tranquillement entre activation et désactivation et je m'autorégule de moi-même, en fait. C'est facile. Et depuis cet endroit-là, en fait, je suis bien. C'est-à-dire que je suis en mesure de réguler mes émotions, je suis en mesure de prendre en compte ce qui se passe pour toi. Et puis le système nerveux, quand on sort de cette fenêtre de tolérance-là, qu'on va monter dans la zone orange, par exemple, comme je disais tout à l'heure, là, on est plus... donc la zone verte, la fenêtre de tolérance, c'est ce qu'on appelle l'engagement social. Hein, donc c'est cette idée justement de... je peux prendre en compte ce qui se passe pour toi. Quand on passe ensuite dans plus d'activation, quand on arrive dans la zone orange, on est là vraiment dans plus le mode de survie.
Alors, pour donner peut-être un exemple où ça va être plus parlant, le genre d'émotion qu'on va avoir quand on est dans notre fenêtre de tolérance, ça va être je vais me sentir calme, je vais être en mesure d'avoir de la curiosité pour ce qui se passe pour toi, de la compassion. Je vais être centrée. Quand j'arrive dans pour moi, le signe que j'arrive dans ma zone orange, c'est que je commence à me sentir un peu frustrée, un peu irritée. Tu vois, ça me démange un peu. Là, je me dis, c'est le signe que j'arrive dans ma zone orange. Alors, après, ça peut continuer à monter. On est encore dans sa zone orange quand on va être, disons, quand on va ressentir de la colère, peut-être même de la rage, on est encore dans sa zone orange, dans le haut de la zone orange. Et cet endroit-là, comme je disais tout à l'heure, c'est l'endroit où, en fait, ce que l'autre, j'arrive plus, en fait, à... Je m'en moque, en fait, de ce qui se passe pour toi, là. Il faut que je sauve ma peau. Je suis dans la survie. Et puis, si le stress continue encore de monter, on arrive dans ce que moi j'appelle la zone rouge. Alors les zones orange, rouge, verte, c'est moi. C'est pas la théorie officielle du système nerveux, mais je trouve que ça aide un petit peu à se rendre compte de ce qui se passe. Et donc si le stress continue encore de monter quand on est dans cette fameuse zone orange et qu'on arrive en zone rouge, soit parce qu'il y a de plus en plus de stress parce que c'est l'escalade, soit parce que le stress simplement ne s'arrête pas. Là on arrive dans j'abandonne. Je peux plus en fait. J'ai pas de solution. Et là, c'est là où on arrive dans le figement. Le figement, c'est cet endroit où c'est le freeze. Et là, c'est beaucoup plus dur de revenir. Donc, idéalement, on reste dans sa zone verte le plus possible. Alors après, régulièrement, on passe dans la zone orange, c'est normal en fait. C'est les stresseurs de la vie quotidienne. Mais c'est important de réussir à revenir le plus rapidement possible dans sa zone verte. Et donc ça passe déjà par se rendre compte qu'on est dans sa zone orange. Parce que quand on est dans la zone rouge, c'est ça aussi qui est difficile, c'est qu'on a beaucoup moins conscience de ce qui se passe de soi. Hein, c'est l'endroit de la dissociation. C'est là où la vision est plus restreinte. Oui, exactement. Nos sens sont, comme tu dis, on veut courir ou fuir ou s'arrêter parce qu'on a l'impression qu'on est en vrai danger. Oui, courir ou fuir, c'est la zone orange. Ok. Hein, et la zone rouge, c'est freeze, c'est je suis dans le figement, je peux plus rien faire. Je peux plus rien faire, okay. J'abandonne. Et là, en fait, j'abandonne, dans les animaux, hein, quand on observe chez les animaux, dans le moment du trauma, quand un animal pense qu'il va mourir, un humain aussi au final, il y a ce moment de dissociation qui permet en fait de ne pas ressentir la douleur de plein fouet. Hein. Okay. C'est ça la zone rouge. C'est je vois qu'il n'y a plus de solution, j'abandonne. Ok. Mais c'est intéressant ce que tu dis toi, tu connais quand tu passes de la zone verte à orange. Tu sais ce qui se passe dans ton corps. Oui. Tu sais dire, là, attention, alerte. Oui. Je commence à voir mon seuil de tolérance tout à fait. Ça a baissé. On nous enseigne pas ça. C'est très dur de savoir. Oui, de comprendre. Vrai. Juste de soi à soi. Là, attention, ça va pas. Oui, tout à fait. Et ça, c'est très important de faire attention à ça, de sentir que, là, je sens que il y a des gens qui me disent, là, j'ai vrillé. Quand j'ai vrillé, c'est, en fait, je suis passée dans ma zone orange. Un signal pour moi aussi que je commence, moi, à passer dans ma zone orange, c'est quand je commence à avoir des pensées en boucle. Là, je rumine. Ça peut être quoi que ce soit. Il s'est passé une interaction entre mon mari et moi et je rumine le truc, tu vois. Quand je vois que j'arrive pas à passer à autre chose, je me dis attends, là en fait, on va redescendre. Et donc comment toi tu redescends par exemple? Pour donner un exemple à ceux qui connaissent pas du tout des techniques pour apaiser le système nerveux. Alors une technique super simple, c'est la cohérence cardiaque par exemple. Hein, la cohérence cardiaque, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de respirer. On va prendre 5 respirations, 5 expirations. On va faire ça 6 fois de suite. Je respire en comptant 1, 2, 3, 4, 5. J'expire. Et en fait, de faire ça, idéalement, on fait ça même plusieurs fois par jour. Hein, ça nous aide jusqu'à 3 fois par jour à simplement se réguler. À revenir à son corps. À revenir à son corps. Ça, c'est une technique très, très simple. La cohérence cardiaque qui marche bien. Après, il y a d'autres façons de faire qui peuvent être plus complexes. Ça peut être
plus complexe ou pas, hein, mais de méditer, ça peut être l'introspection. Moi, je vais voir mes parties à l'intérieur, par exemple, avec des techniques d'IFS où je vais m'intéresser. Tiens, c'est quoi cette partie protectrice et qu'est-ce qu'elle vient protéger? Ça, c'est peut-être un peu plus compliqué quand on n'a pas les concepts d'IFS, mais la cohérence cardiaque, c'est simple. Moi, j'ai besoin de me sortir, si je suis à l'intérieur, d'aller dehors. Ouais. D'aller dans la nature. Enfin, la nature, c'est vite dit. De changer d'air, en fait. Tu sors de pièce, tu changes de scénario. Et de voir de la nature, du ciel, du vent. Enfin, je sais pas, quelque chose qui fait que ça va m'apaiser pour redescendre. J'ai souvent besoin... Tu te sens enfermé, en fait, quand t'es dans la zone orange. Tu es dans une prison, en fait, dans ta prison mentale. Et moi, je sais que ça marche, ça. Si jamais ça peut vous aider. Non, mais complètement. En gros, il faut trouver aussi ce qui fonctionne. Il faut trouver ce qui fonctionne pour chacun. Soi. Parce qu'on est tous différents et que... Qu'est-ce que les enfants observent de notre façon d'être en couple? Qu'est-ce qu'ils vont retenir? Tout, en fait. Très rassurant. Oui, désolée, c'est pas très rassurant, mais c'est vrai que les enfants absorbent tout, c'est des éponges. Et les enfants, au final, comprennent beaucoup de ce qui se passe entre les parents. Et ils n'ont pas forcément besoin d'avoir les mots, mais ils sentent ce qui se passe entre les parents. Notamment, ils sentent est-ce qu'il y a de la sécurité dans la relation? Est-ce qu'il y a... comment dire? Dans les conflits, par exemple, est-ce qu'il y en a un qui a le dessus? Est-ce qu'il y en a un qui gagne? Est-ce qu'il y en a un qui a le pouvoir? Donc, ils vont sentir aussi... ils vont savoir si les parents s'excusent ou pas. Enfin, toutes ces nuances-là de la relation, est-ce que les parents ont de l'affection entre eux? Les enfants absorbent tout. Comment est-ce qu'on peut leur montrer un exemple d'une relation saine? Ça passe par quoi? D'une relation saine de conjoint à conjoint, c'est ça? Je pense que ça passe d'abord par faire un travail sur soi. Bon, je suis thérapeute, donc j'ai un petit peu ce biais-là, mais on n'est pas forcément d'ailleurs obligé de faire une thérapie pour faire un travail sur soi. On peut aussi faire un travail sur soi d'autres manières, mais je pense que c'est vraiment quand même important d'avoir cette volonté d'aller comprendre ce qui se passe pour soi-même. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on fait ce travail-là? C'est que ça nous permet de prendre la responsabilité, en fait, de nos comportements, de nos émotions, et de creuser pour comprendre, en fait. Donc ça, c'est la première chose, et je pense que c'est important que les deux parents, idéalement, puissent faire ce travail-là. Et puis, au-delà de ça, c'est aussi qu'il y ait un fonctionnement sécure, en fait, qui est les bases, en fait, de sécurité entre les parents. C'est notamment que les parents sachent aborder le conflit et sachent le faire de manière, de manière adaptée pour les enfants. On sait que ça crée énormément de stress pour les enfants quand les parents, par exemple, commencent à crier devant les enfants, ou toutes ces choses-là, en fait, impactent énormément les enfants. Donc c'est important que pour sa relation déjà, de savoir gérer les conflits, bien gérer les conflits, et puis de savoir aussi ne pas être trop exposer nos enfants aux tensions qu'il y a entre nous. Quand on blesse son ou sa partenaire, ça arrive quand on est ensemble pendant des années et des années, comment est-ce qu'on fait pour réparer la relation? Oui, ça c'est une question très importante. Je pense que la première chose à faire, c'est simplement de s'excuser. Mais de s'excuser de manière sincère, et de s'excuser pour le comportement qu'on a eu sans aller chercher des justifications. Parce que souvent, ce que je vois trop en consultation cabinet, c'est une personne qui va exprimer quelque chose qui a été douloureux pour elle, puis l'autre qui commence tout de suite à aller se justifier. Et alors, je ne dis pas que ça n'a pas sa place à un moment d'aller comprendre le pourquoi, mais si c'est la première réaction, en fait, l'autre en face, il ne reçoit pas vraiment des excuses. Ça n'aide pas justement son système nerveux à redescendre. Donc c'est important que le premier réflexe, c'est que si je me rends compte que je t'ai blessé, je vienne m'excuser sincèrement, que je vienne expliquer ce que j'ai compris de ce qui t'a blessé, de quels éléments spécifiques de mon comportement j'ai compris t'avais fait du mal, et aussi ce que je vais mettre en place pour pas que ça se reproduise. Parce que sinon c'est un peu facile. C'est le classique de oui mais. C'est ça, quand on s'excuse. Oui, mais, c'est-à-dire je m'excuse, mais aussi... Exactement. Donc, on évite le oui, mais. Okay. C'est ah oui, je suis vraiment désolée,
je me rends compte que ce que j'ai fait là, ça t'a impacté, ça t'a heurté. Et qu'est-ce que de quoi tu as besoin en fait pour te sentir mieux. Donc voilà. Et encore une fois, ça peut, dans un deuxième temps, si vraiment... Parce qu'il y a des moments en fait où l'autre se dit, mais en fait, elle n'a pas compris, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Comment et de bonne foi en fait, pense que ça va aider de dire, mais non, t'as pas compris. Mais ça n'aide pas ça sur le moment. C'est-à-dire que il faut faire vraiment la différence entre l'impact et l'intention. Au final, ce qui compte, c'est l'impact. C'est l'impact que j'ai eu sur l'autre. L'intention, peu importe. Même si mon intention, elle est bonne, il faut quand même que je m'excuse. Oui, sinon ça nie le ressenti de l'autre. C'est ça nie l'expérience de l'autre. Et quand on est celui ou celle qui a été blessé, oui. Qu'est-ce qu'on fait pour avancer et pour ne pas ruminer et rester justement sur cette blessure et pouvoir pardonner ? Oui. Est-ce qu'on doit d'ailleurs toujours pardonner ? Est-ce qu'on doit toujours pardonner ? Je pense que pardonner, c'est d'abord se faire du bien à soi-même. Mais je pense que on peut pas donner l'injonction à quelqu'un de devoir pardonner. C'est pas juste. Quand on est la personne qui a été blessée, qu'est-ce qu'on peut faire, mettre en place pour pouvoir aller de l'avant et ne pas rester à ruminer en fait ? Oui. Je pense que la première chose, c'est déjà de prendre la juste mesure de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que souvent, quand on a été blessé, et que justement, on est dans cette rumination, dans ce truc, c'est un signe déjà qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de nous. Hein. C'est important d'aller vraiment voir à l'intérieur et de voir l'impact et de se poser la question de qu'est-ce qui est vrai. Parce que souvent, on se crée aussi des histoires à l'intérieur sur... on décide que certaines choses, du coup, prennent une certaine signification, un certain sens. Parce qu'il s'est passé ça un jour, ça veut dire que, décidément, tu n'en as rien à faire de moi. Tu vois, et je reste sur ce truc plus... comment dire, j'ai pris une décision à ce moment-là, qui est peut-être une décision... comment dire qui est une décision... Qui va impacter tout le reste de notre relation sur un événement. Hein. Et donc, c'est important de prendre conscience de cette décision-là, de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur, et peut-être déjà, pour soi-même, de venir mettre un petit peu d'attention sur les différents endroits en moi qui ont été impactés. Ça, c'est la première étape. Et je pense que la deuxième étape, c'est d'aller voir l'autre et d'aller exprimer en fait ce qui se passe pour nous. Alors évidemment de l'exprimer de manière à être entendu. Hein. Si tout de suite on est dans le blâme en disant « t'as fait ça », en général c'est plus difficile d'être reçu. mais en parlant de son expérience à soi et de ses besoins à soi, de venir exprimer à l'autre qu'on a été heurté. Parce qu'il y a aussi plein de cas, alors souvent l'autre peut savoir qu'on a été heurté, mais il y a plein de moments où l'autre ne sait pas forcément en fait qui nous a fait du mal. Et si on ne va pas apporter cette information-là à l'autre, on ne lui donne pas forcément l'opportunité de s'excuser et de réparer. Oui, parfois, l'autre n'a pas la capacité de voir que ça a pu heurter, parce que lui-même n'aurait pas été heurté si ça lui était arrivé, c'est ça ? Oui, tout à fait. Il y a une phrase qui dit « On n'a pas 100 disputes différentes, mais on a 100 fois la même dispute de manière différente ». Est-ce que tu es d'accord ? Oui, je pense que je suis d'accord. En fait, moi, ce que j'entends dans cette phrase-là, c'est au final, le problème, c'est pas tellement de pas être d'accord. On peut être d'accord de pas être d'accord, mais c'est ce sentiment de je suis pas vue et comprise dans mon authenticité. C'est ça au final derrière les conflits je pense qui est vraiment douloureux. Donc au final, cette phrase-là on a toujours la même dispute au final. Pour moi, c'est cette idée de peu importe le sujet, derrière ce sujet-là, moi ce que je te demande, c'est de sentir que tu me vois, que tu es là, que tu es avec moi et que j'ai de l'importance pour toi. Oui, en fait, c'est que la manière, ça va peut-être sur les chaussettes ou le bol qui n'a pas été rangé, tout ça. Oui. Mais derrière, c'est est-ce que je suis important ou importante pour toi ? Est-ce que tu me vois ? Est-ce que tu me vois ? Et c'est toujours ça, dans les couples quasiment ? C'est beaucoup ça. Ouais. C'est beaucoup... parce qu'au final, et je pense que ça, c'est aussi quelque chose de très important à prendre en compte, on a chacun des vulnérabilités qui nous sont propres.
on n'en a pas non plus 40, tu vois. On a chacun 2, 3, 4 vulnérabilités bien précises. En général, si on réfléchit un petit peu, on connaît celle de notre partenaire, d'ailleurs. Mais on appuie toujours dessus. Hein, et c'est ça aussi l'idée d'un fonctionnement sécure, c'est que je vais vraiment, je vais connaître tes vulnérabilités, mais je vais les utiliser en fait avec cet esprit de on fait équipe en fait, on est ensemble. Et comme je connais tes vulnérabilités, je vais pas aller appuyer dessus, mais au contraire, je vais pas appuyer là où ça fait mal. Bah, du coup, ça va avec ce que tu dis. Tu dis qu'on choisit notre partenaire de sorte à être en relation avec notre part d'ombre. Ouais. Donc là, c'est encore l'inverse, c'est-à-dire qu'on va pas appuyer sur la part d'ombre de l'autre, mais on vient appuyer sur la nôtre. C'est ça? Qu'est-ce que tu veux dire là-dedans? Alors c'est pas une phrase qui vient de moi, c'est une phrase qui vient de Bruce Tift, qui est un thérapeute américain que j'aime beaucoup, et je pense d'ailleurs qu'il a été repris par plusieurs personnes. C'est cette idée qu'en fait, nos parts d'ombre, c'est quoi? C'est ces parts plus vulnérables en fait, qu'on a du mal à accepter. Hein, pour simplifier, hein. C'est ça nos parts d'ombre. C'est les parts de nous qu'on rejette parce que c'est pas confortable. Et ces parts-là, elles font quand même partie de nous en fait. C'est pas parce qu'on a une part d'ombre, nos parts d'ombre, on aimerait bien parfois juste les couper, qu'elles n'existent plus. Sauf qu'en fait, c'est pas possible. Elles font partie de nous. Et on a besoin d'être en relation avec ces endroits-là aussi. Et l'une des façons d'être en relation avec, en fait, c'est que quand il y a une qualité qui correspond à cette part d'ombre-là chez l'autre, eh ben, au départ, ça nous permet d'être en relation avec cette part d'ombre. C'est marrant d'ailleurs parce que ça peut être quelque chose qui au départ t'attire beaucoup chez l'autre et puis qui rapidement va t'agacer en fait. Parce qu'une fois que tu es en relation avec quelqu'un, ben, c'est trop proche, tu vois, quelque part. Si je peux donner un exemple pour que ça soit peut-être un peu plus parlant, imagine que pour une raison ou une autre, t'es grandi peut-être un petit peu vite, il y a eu quelque chose de vraiment très difficile dans ton enfance. Et puis voilà, tu as adopté peut-être un profil plus sérieux, une identité plus sérieuse. Et puis tout ce qui est plus léger, plus enfantin, plus joueur, ce soit passé dans ta part d'ombre parce que ce soit devenu... c'était pas une des stratégies possibles pour toi dans l'enfance. Et que tu grandisses à l'âge adulte, et puis la personne que tu rencontres a cette légèreté, cette insouciance, au départ, ça va peut-être vraiment t'attirer. Tu vas dire, ah, c'est tellement chouette. C'est quelque chose qui te plaît, parce qu'en fait, ça fait partie de toi. Et puis ensuite, vous êtes en relation ensemble, et en fait, dans ton quotidien, d'être confronté à ça tout le temps, parfois, ça peut être dur. C'est trop, en fait. C'est pas que c'est trop, mais en fait... Comme c'est une partie de toi, enfin, le temps que cette partie de toi de là, tu l'as pas réintégrée, en fait, ça peut être très activant. De toute façon, c'est un peu ça, le couple. On est activé en permanence par l'autre. On est activé en permanence. Ouais. Et c'est notre façon de gérer cette activation qui va faire qu'on arrive à être une équipe ou non, en fait. Exactement. Mais en même temps, c'est une superbe opportunité, au final, puisque la relation de couple, ça nous permet d'aller chercher... nos parts d'ombre, ça nous permet c'est vraiment un chemin pour grandir, en fait. Mais c'est fatigant. C'est fatigant. Oui, c'est coûteux. C'est ce que tu disais. Ouais. Alors, j'ai une dernière question. Tu as écrit sur ton compte Instagram, il y a quelque chose qui peut révolutionner le couple. Ouais. Ce serait quoi pour toi? Il y a quelque chose qui peut révolutionner le couple. Je pense que c'est vraiment le fonctionnement sécure. Et notamment, comment le fonctionnement sécure nous apprend à gérer les conflits. Et si je peux donner juste un outil à quoi ça correspond, ça va être ce dont on parlait tout à l'heure, cette idée de faire pause et de revenir. Donc, simplement, dans les conflits, d'apprendre en fait à faire stop, de réussir en fait à stopper l'escalade. C'est-à-dire que quand on est en train de commencer à s'embrouiller et puis qu'on monte l'un et l'autre dans notre fameuse zone orange, il suffit qu'il y en ait un des deux qui s'en rappelle en fait. Et on dit « oh, stop » en fait. Là, stop, on met cette intentionnalité de « non mais là en fait on va pas vers ça, on fait une pause ». En général, c'est plutôt la personne avec le style évitant qui a envie d'arrêter en premier. Moi j'allais dire, moi j'ai jamais dit stop, on arrête, là c'est trop pour moi. Moi j'ai encore et encore. Mais alors, tu vois, c'est différent de dire c'est trop pour moi, ce qui va être peut-être ce que va faire la personne avec le style d'attachement plutôt évitant. Mais de se dire stop, là on arrête parce qu'on va droit dans le mur, hein, le on. De savoir que c'est pas bon pour la relation en fait là quand on est parti sur une voie là où on sait que ça va pas le faire.
de réussir à avoir cette intentionnalité de dire on arrête là, on fait une pause et puis on revient dans 1 heure, on revoit ça pour sûr avant d'aller se coucher ce soir, tu vois. Donc c'est pause et avec l'élément de on revient. On a un timing où on sait qu'on revient l'un vers l'autre. J'écoutais la dernière fois un podcast avec le couple Gottman, qui a créé l'Institut Gottman, qui est vraiment très intéressant parce qu'ils ont étudié les couples pendant des décennies. Et elle disait, il ne faut pas plus de 24 heures. Oui, parce que là, si on dépasse 24 heures après le conflit, là, on va dans une zone qui est pas bonne et de non-respect et d'indifférenciation. Tout à fait. Et il faut vraiment, dans le timing, il faut que ça rentre dans une fenêtre. Tout à fait. Et moi, j'ai même tendance à dire, si on peut éviter d'aller se coucher sur un conflit, c'est mieux. Hein. Alors lui, John Gottman, il disait non, c'est bien d'aller dormir parce que c'est mieux de dormir. Ouais, mais encore faut-il pouvoir dormir. Exactement, c'est ce que je pensais. Alors toi, tu dois t'endormir facilement même si tu t'es embrouillé parce que moi, non. Ouais. Ok. Et encore une fois, c'est pas toujours possible de rester, de régler un conflit jusqu'à 3 heures du matin quand il faut se lever à 6 heures avec les enfants et bien tout. Sûr. Mais comme je disais tout à l'heure, rien que le fait d'avoir un geste amical envers l'autre, enfin un geste ou cordial, l'orteil qui se touche dans le lit ou de se faire un petit bisou, ce signe de ok, là on est en colère mais on est ok. Ça c'est important. Ça donne de la sécurité. Ben, merci beaucoup Claire. Ben, écoute, merci à toi. Pour cette grande conversation autour du couple. Il y a tellement à dire, tellement à faire parce que c'est complexe, ça appartient à chacun, chaque individu réagit différemment. Ouais. Mais si tu pouvais juste donner envie aux couples qui ont peur de franchir le pas et d'aller en thérapie de couple, qu'est-ce que tu pourrais leur dire ? Ben, ce que j'ai envie de dire, c'est que en fait, vous faites ça pour vous et que plus tôt on va en thérapie, plus c'est facile en fait. Moi, et ça c'est une grande différence que je vois entre la France et les États-Unis. En France, il y a encore un peu un stigmate par rapport au fait d'aller en thérapie. On va en thérapie vraiment quand c'est la dernière limite, c'est la crise de la crise. Et en fait, c'est beaucoup plus dur quand on est en crise depuis 5 ans de réparer les choses et de retrouver un fonctionnement sécure et de réparer toutes ces choses-là qui ont été difficiles. Quand vous sentez que ça commence à pas aller bien et que ça fait quelques mois que ça va pas bien, allez en thérapie. Parce que du coup, ça peut se résoudre très vite et vous avez tout intérêt en fait à ce que ça évite et que ce soit facile. Merci beaucoup Claire. Avec plaisir Clémentine, merci à toi. Merci.